témoigner elles-mêmes. Elles donnent, et l'émission est faite pour ça, envie de les lire, de les connaître et de prolonger ces rencontres. Je vous dis merci, je vous dis bravo, merci à vous tous. Et puis à vous qui nous regardez de si près et souvent de si loin et qui nous écrivez de partout, acceptez les remerciements d'Anne-Marie Moreau, de Philippe Lallemand, le réalisateur de Talent, Oriane Jancourt, Céline Mévélec, Anna Markovic, et je devrais être juste, toute cette équipe a énormément de talent et de fidélité. Je la remercie. Nous nous sentons d'ailleurs tous très proches de vous. Merci, à bientôt. Il y a 70 ans, l'appel du général de Gaulle à l'occasion des célébrations du 18 juin, débat sur Public Sénat, le regard croisé d'un témoin de l'époque et de ceux qui aujourd'hui se réclament de l'héritage. Alors, que reste-t-il du gaullisme? Le débat, c'est à suivre sur Public Sénat. Le débat, ce soir à 23 h sur Public Sénat. Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie d'Emmanuel Kessler. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aude. Que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité politique et parlementaire? C'est ce que nous allons voir avec bien sûr le maître mot de la semaine, les retraites. Le ministre du Travail présentait cette semaine la réforme tant attendue. Départ à 62 ans, 41 ans et demi de cotisation. Les syndicats et l'opposition crient à l'injustice sociale et promettent une rentrée chaude lors de l'examen parlementaire. Retraite toujours, cette fois celle des députés. Bernard Accoyer annonce la réduction de certains avantages liés au régime dont ils bénéficient. Quant aux ministres, ils ne pourront plus cumuler leur salaire avec une retraite parlementaire. Message, la rigueur, c'est aussi pour les politiques. Enfin, la moisson de la semaine, du canard enchaîné, les 12 000 € de cigares de Christian Blanc, le permis de construire d'Alain Joyandet ou encore le mondial 5 étoiles de Ramayad. Chaque semaine, l'hebdomadaire satirique fait mouche sur les abus des membres du gouvernement. La liberté de la presse ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Certains doivent trouver qu'on s'en sert trop. Bien sûr, on y reviendra. Et notre invité de la semaine, David Douillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un sportif en politique, chacun... Un ex. Ex-sportif, mais on le reste quand même un petit peu. C'est gentil, ça me flatte. Voilà, bon, je le prends comme un compliment. Chacun connaît votre formidable carrière de judoka, le plus titré de l'histoire, double médaillé olympique, quadruple champion du monde. Puis la transition, sous l'aile protectrice, on va dire, de Jacques et Bernadette Chirac, puisque vous avez parrainé l'opération Pièce jaune. Et la nouvelle vie, bien sûr, l'entrée dans l'arène parlementaire, avec votre élection comme député sous la bannière de l'UMP, c'était en automne dernier, qui vous vaut d'ailleurs une standing ovation à l'époque, vous en souvenez sûrement, bien sûr, ça ne s'oublie pas de vos nouveaux collègues lors de votre première entrée dans l'hémicycle. Alors comment avez-vous vécu cette première saison, on va dire, pour reprendre un langage un peu sportif, à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est un monde sportif? On regarde un petit peu votre image. C'est une courte saison déjà pour commencer, parce qu'il a fallu apprendre dès l'arrivée le fonctionnement, les codes, les us et coutumes, qui fait quoi, comment, pourquoi, et puis ensuite il a fallu travailler. Mais je crois que les choses sont faites en même temps. Moi je me souviens de cette première journée, c'était assez extraordinaire. Mais c'est quoi? C'est intimidant, c'est exaltant, c'est quoi? Ah, c'est très intimidant au départ. Je me souviens de ma première réflexion quand je suis rentré dans l'hémicycle plein. C'est de me dire, je me suis senti au cœur de la démocratie. Voilà, je me suis dit, je suis là au cœur de la démocratie. Et voilà, ça bat ici, on sent que ça bat, on sent que c'est un lieu d'histoire historique. Et il s'y passe, on sent qu'il s'y passe beaucoup de choses. Alors on a vu que vous avez co-signé déjà des propositions de loi, mais vous n'avez pas encore la vôtre. Est-ce que vous attendez, vous rôdez encore un peu? J'ai attendu, oui, parce que on m'a proposé d'être rapporteur d'une loi assez rapidement. C'est d'ailleurs très gentiment la proposition de Martin Hirsch à l'époque que j'avais refusée parce que c'était un peu tôt, c'était un mois après mon arrivée.
Il faut le temps et l'humilité d'apprendre et de savoir comment ça fonctionne. Mais j'ai 3 propositions de loi en cours de route là sur différents sujets. À cela, le problème c'est que c'est ajouté beaucoup de choses. Quand je suis arrivé, le président m'a donné une mission tout de suite qui va être rendue peut-être la semaine prochaine d'ailleurs. Sur les grands événements sportifs et la façon dont la France la capacité à accueillir les plus grands événements sportifs en France et la structuration de l'immobilier sportif aussi. Donc ça m'a demandé pas mal de travail, même si on a fini cette mission il y a déjà plus de 2 mois. Il y a beaucoup de travail en circonscription aussi. Enfin bref, il y a un travail parlementaire qui est des ambitions gouvernementales déjà. Oui, ça c'est de l'ordre de la rumeur. Je me suis jamais exprimé là-dessus. Moi, je considère que je me suis investi en politique parce que j'avais réussi ma première vie. Ma première vie, c'est celle dont vous avez parlé. C'est la vie où vous avez envie d'assouvir vos rêves. Voilà. Moi, je l'ai fait. J'ai eu la chance de le faire. Il se trouve que la carrière d'un sportif, ça se fait plutôt jeune. Et donc ça vous laisse du temps après pour faire beaucoup de choses. J'ai fait 10 ans, il y a eu 10 ans intermédiaires entre ma carrière de sportif et celle d'aujourd'hui, où j'ai appris la vie, j'ai compris la vie dans beaucoup de domaines, le domaine de l'entreprise, etc. Ce qui m'a permis aujourd'hui d'être sûr de mon choix, qui est celui de servir l'intérêt général. Voilà. Je ne suis pas ici pour mon ego, il est déjà comblé. En revanche, ce plaisir de servir à l'intérêt général, que ce soit ici, en circonscription ou ailleurs, ne me donne pas la volonté d'être ministre à tout. Oui, mon but ultime est de rendre un peu ce que je pense avoir reçu de la nation, de l'État et de ma vie, quoi. Voilà. Bon, alors on va en venir justement à la politique et à la manière dont vous l'abordez aujourd'hui. Quand même un mot sur ce mondial de football qui se passe au plus mal pour les joueurs français. La presse très sévère après le 2e match complètement raté de l'équipe de France. Le meilleur jeu de mots, c'est celui du progrès, on va le voir. La pelle du 17 juin. Les Bleus au fond du gouffre. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation calamiteuse du foot national dans cette Coupe du Monde? On avait eu des signes avant-coureurs déjà. Moi, ce qui me gêne, c'est que malgré les signes avant-coureurs, les décisions n'aient pas été prises pour essayer de rectifier un petit peu le tir, sans jeu de mots non plus. Parce que je considère, j'ai une analyse peut-être qui n'a pas été dite encore, qui est là, pour le coup liée très directement à mon expérience. Je trouve que dans une équipe, là je vais être assez technique, dans une équipe et dans ce sport-là où il y a une énorme pression, vous êtes à une Coupe du Monde de foot ou aux Jeux Olympiques, à un moment donné c'est tellement important que vous avez tendance à vous plier sur vous-même, à vous mettre sous une bulle, voilà. Et donc l'encadrement qui est autour de vous, là pour le coup revêt une importance essentielle, considérable. Or, lorsque les joueurs ou les athlètes ou l'équipe n'a pas une grande affinité ou une grande confiance ou un grand respect vis-à-vis de son encadrement, l'âme de l'équipe qui doit exister n'est pas là. Et ce que j'ai vu hier soir, c'est ça. Et vous visez le sélectionneur Raymond Domenech, soyons clairs. Vous savez, dans une équipe, il n'y a pas que le sélectionneur, il y a tout l'encadrement. Mais il y a lui. Il y a tout l'encadrement dont il fait partie, donc il y a forcément lui, mais tous les gens qui sont autour, mais y compris les gens de la fédération. Et c'est une alchimie très dure à créer. Au-delà de la mauvaise performance, oui. Si vous n'avez pas ça, et j'ai pas vu ça hier soir, ni lors du premier match, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que les gens ont besoin à un moment donné, les athlètes, ont besoin à un moment donné, comme vous êtes dans cette bulle, ils ont envie de rendre à quelqu'un. Et comme vous êtes dans cette bulle, vous ne vous rendez pas compte que c'est la nation qui est derrière vous. Votre image la plus proche, c'est l'encadrement. Donc, si vous n'avez pas envie de faire plaisir à votre encadrement, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Juste une dernière question rapide, parce que c'est important quand même. Regardez ce qui se passe avec Maradona et son équipe. Regardez bien les images. Les joueurs ont envie de faire plaisir à leur coach, à l'encadrement. Et à leur public aussi, peut-être. Ils l'embrassent, ils viennent le voir, ils discutent avec eux. Enfin bref, il y a une vraie communion, il y a une âme dans cette équipe. Quand même, c'est pour dire les choses franchement, Domenech n'a pas joué correctement son rôle de sélectionneur. Et c'est pas simple de traiter tout ça, parce que c'est une équipe qui est très hétérogène. C'est le constat que vous faites, comme un peu l'a dit à mi-mot aussi Aimé Jacquet, par exemple. Il n'a pas su faire naître cette âme qui existait en 98 grâce à Aimé Jacquet. Le chef, le grand taulier, c'était Aimé. Les joueurs respectaient Aimé Jacquet, ça a marché. En 2006,
Je suis désolé de le dire, mais le chef, le dieu de l'équipe, c'était Zinedine Zidane, et l'équipe s'est autogérée. Aujourd'hui, il y a en personne. 2010, il n'y a personne. Voilà. Et Yannick Noah qui parle de joueurs trop payés, qui parle d'enfants gâtés, donc contraire à l'esprit sportif. Vous souscrivez à ce qu'il avait dit? Non, l'argent n'a rien à voir là-dedans. Vous savez, c'est là toute l'importance d'avoir une âme, c'est de faire prendre conscience de l'enjeu et de l'importance des choses et de donner envie d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc Ramayad, elle n'avait pas non plus Parce raison que lorsqu'elle... en 98, les joueurs étaient aussi bien payés. Je veux dire, ils ont toujours été très bien payés, les footballeurs. En 2006, lorsqu'ils sont en finale aussi. Donc ce n'est pas le critère qu'il faut retenir. Ouais, elle avait raison, Ramayad, de dénoncer l'hébergement. Finalement, on l'a beaucoup critiqué des Bleus. Je ne vais pas rentrer dans cette polémique parce que c'est pas mon rôle. En revanche, vous savez, quand on est athlète, qu'on soit logé dans un 4, un 3, un 2 ou alors dans un hôtel très cheap, vous êtes tellement captivé normalement par l'enjeu que peu importe là où vous êtes, normalement vous êtes centré, concentré sur le sujet. Voilà. Allez, on va en venir à la politique maintenant. On va sauter sur la journée de lundi pour aller directement à mardi avec des députés qui se suppriment eux-mêmes certains de leurs privilèges en matière de retraite. C'est une application de la séparation des pouvoirs. Ce sont les parlementaires eux-mêmes qui fixent leur régime de retraite. En ce mardi, le président de l'Assemblée, Bernard Accoyer, annonce la suppression de la double cotisation des députés, système qui leur permet de cotiser 2 fois moins longtemps. Et dans la même journée, les ministres concernés sont priés de renoncer à leur retraite parlementaire tant qu'ils sont au gouvernement. Le message est clair, les politiques eux aussi doivent faire des efforts. Explication avec Kamal Abdourahim. Aujourd'hui, quand un salarié doit travailler 40 ans pour une retraite à taux plein, un député n'en a besoin que de 22. C'est la conséquence d'une cotisation 2 fois plus élevée que le régime normal. Sauf qu'avec la réforme des retraites et l'allongement du temps de travail, ce principe de double cotisation passe mal. Des avantages que le président de l'Assemblée promet de revoir. À titre personnel, je pense qu'il s'agit d'argent public, qu'aujourd'hui la situation des finances de tous les grands pays, comme la situation des finances de la France, font que lorsque l'État dépense 1 euro, il en emprunte plus de 50 centimes, et que dans ces conditions, le cumul peut être évalué, en particulier en s'inspirant de ce qui existe sur le cumul des indemnités de fonction pour les élus. Le Premier ministre a été clair, il écrira pour leur interdire le cumul emploi-retraite parlementaire. Avec la réforme constitutionnelle, un ministre pourrait revenir automatiquement au Parlement, revenir alors qu'il a déjà liquidé sa retraite. Au gouvernement, ils sont 10 ministres ou secrétaires d'État à être concernés. Les autres soutiennent le tour de vis de François Fillon. C'est une activité pleine et entière qui occupe 7 jours sur 7 d'être ministre et je me sentais pas comme un retraité, tant s'en faut. Hein. Bon, donc j'avais aucune raison de toucher ma retraite. Voilà, je toucherai le moment venu. Pour l'opposition, il s'agit d'un juste retour à la normale. Le gouvernement se voit dans l'obligation d'appliquer à ses propres ministres une mesure, on va dire, de justice et de rigueur qu'il voulait appliquer à tous les Français. 2 objectifs pour le gouvernement, faire des économies et surtout montrer l'exemple avant une réforme des retraites très contestée par l'opposition. Alors David Douillet, est-il normal de réformer le régime de retraite des députés ou alors vous pensez, comme certains, que cela compense la précarité de la fonction ? Non, c'est l'argent. Il y a une partie d'argent public dans la retraite des députés. Je trouve que c'est normal. Voilà. D'ailleurs, on en revient sur une espèce de sujet qui est assez intéressant. Je pense que pour exercer cette activité, c'est essentiel d'avoir fait autre chose dans la vie et de pouvoir faire autre chose après. Voilà. Donc j'en viens à dire aussi que moi j'aimerais voir un peu plus dans l'hémicycle beaucoup plus de gens issus de la société civile et notamment du monde de l'entreprise et du privé au sens large. Avec cette possibilité de faire ce vrai choix, celui que j'ai fait par exemple, de prendre une tranche de 10 ans, 15 ans dans sa vie, peu importe, où on décide de travailler pour la nation. Et dans l'autre chose, par exemple, vous avez cessé
vos activités privées, pour la télévision, ou la marque David Douillet qui se vendait pour des vêtements. Donc alors, vous avez quand même une mission pour l'Élysée, pour Nicolas Sarkozy, vous en parliez tout à l'heure. Est-il possible de savoir si vous avez été rémunéré pour cette mission? Je vais vous le dire, je n'ai pas été rémunéré pour cette mission. Non. Vous êtes pour la transparence totale? C'était Valérie Pécresse qui proposait ça, qu'on rende complètement public les rémunérations des missions données notamment aux parlementaires. Je vais vous dire oui assez facilement, parce que moi j'en avais pas. J'ai eu 2 collaborateurs, un inspecteur issu général des sports et un inspecteur des finances, voilà, qui m'ont aidé, qui nous ont aidés, parce que j'ai constitué une équipe de 12 personnes en fait, qui ont travaillé bénévolement, tous, sur la mission, et voilà. Et juste une petite question par curiosité, la retraite d'un sportif, parce que là on parle de 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. J'imagine que le régime est différent pour un sportif. Il n'y a pas de régime, madame. Il n'y a pas de régime pour les retraites des sportifs. C'est un grand problème. C'est très bien que vous en parliez. Aujourd'hui, si un sportif n'a pas démarré le compteur de la retraite en étant salarié dans une entreprise ou en déclarant ses revenus liés à ses activités en tant que professionnel, donc je vous parle de environ 60 à 70% des athlètes, parce que vous savez, on focalise toujours sur le foot, le tennis, le golf, les sports automobiles, on gagne beaucoup d'argent, on n'a pas besoin de se préoccuper de sa retraite, mais je peux vous dire que 90 ou 95% des athlètes peuvent se retrouver à 35 ans sans ressources. Ah mais c'est le cas. Ceux que vous voyez aux Jeux Olympiques, pour certains, vont démarrer le compteur des retraites à 30 ans et plus. Et c'est le cas. Ça fait 20 ans qu'on demande et qu'on essaye de trouver des solutions auprès des différents ministres et secrétaires d'État pour trouver une solution pour que ces 10 ans de gens qui ont servi la France en plus puissent avoir un moyen de racheter ou de pouvoir combler ce vide de 10 ans. Vous imaginez des gens qui ont Il y avait cette histoire d'un perchiste, je crois, Romain Ménil, qui avait posé nu pour trouver un sponsor. Ça c'est autre chose. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent finalement. Ça veut dire que au-delà de quelques sports stars et de quelques stars du sport. Exactement. Il y a des gens qui y consacrent toute leur vie et qui ne se retrouvent pas avec des moyens. C'est très compliqué. Alors pour les sportifs, y compris pour les fédérations. Oui, il y a réellement ça à faire. Non, je plaisante pas, parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas la totalité de leur trimestre et ils ont plus de 70 ans. Ils sont évidemment usés physiquement. Vous comprenez pourquoi? Et c'est un vrai problème. Allez, une nouvelle variante des apéros convoqués via le site Facebook, un événement assez particulier, des militants qui se revendiquent laïcs, d'autres proches de l'extrême droite. Ils voulaient se retrouver et convier les Parisiens vendredi dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Vendredi, jour de prière des musulmans, et 18 juin, une date qui ne doit rien au hasard, puisqu'il est question de résistance à l'islamisme. Ce projet d'apéro intitulé Saucisson Épinard a été finalement interdit par la préfecture de police. Il a soulevé la polémique. Sigor Ibanez. Tout débute sur Facebook le mois dernier. Une dénommée Sylvie François invite les internautes à venir prendre l'apéritif dans ce quartier parisien où vit une forte population musulmane. Au programme du rassemblement, dégustation de vin et de saucissons. Alexandre Perret, membre du groupuscule d'extrême droite Bloc Identitaire, est le co-organisateur de l'événement. Son objectif, dénoncer, dit-il, l'islamisation de la France. Nous considérons que l'islam n'est pas compatible avec notre identité, avec nos traditions, avec notre culture. Il est possible de se réapproprier ces quartiers qui sont devenus des enclaves musulmanes, des zones de non-France, des zones de non-droit. En quelques semaines, l'invitation à l'apéritif reçoit près de 6000 soutiens sur le net. Réaction immédiate d'SOS Racisme. L'association dénonce une discrimination envers les musulmans qui ne peuvent pas boire d'alcool ni manger du porc. Il y a bien là une volonté de stigmatiser les populations d'origine arabo-musulmane. Cela est évidemment quelque chose d'extrêmement raciste qui renvoie à un refus de l'évolution de la société française et au refus de l'égale dignité qui est due à l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur origine ou leur confession. À l'origine de l'événement, le Bloc Identitaire. En 2006, ce mouvement anti-islam avait lancé la mode des soupes aux cochons. 4 ans plus tard, nouvelle campagne, avec à l'appui cette vidéo. Une invitation lancée sur Internet, la nouvelle vitrine des groupuscules d'extrême droite. Pour les petites structures, avec peu de militants, Internet représente une aubaine qu'avant il n'avait pas. C'est-à-dire
qu'avant ils étaient obligés de tracter, d'aller sur les marchés ou dans les universités pour faire adhérer ou ramener des gens. Aujourd'hui, avec Internet et notamment Facebook, ils arrivent à toucher des gens qui n'auraient jamais touché autrement. Après une semaine de polémique, la préfecture de Paris a finalement interdit l'opération Pinard et Saucisson. Les organisateurs affirment qu'ils maintiendront l'opération ailleurs, dans un lieu pour l'instant tenu secret. David Douillet, ce genre de dérapage ou d'initiative, entre guillemets, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'inspire, ça me chagrine, parce que c'est le résultat d'avoir laissé faire, en fait. On a parlé de 2 communautés, et c'est ça qui est pas bien. Faut pas que ce soit des communautés. C'est la France, avec des Français, point barre. Et il faut arrêter le communautarisme. Voilà. Ce phénomène concentrationnaire qui amène des gens à prier dans la rue, c'est intolérable. Évidemment, pour des gens qui ne comprennent pas, qui ne sont pas habitués et qui connaissent pas, évidemment, ça peut les choquer, forcément. Donc, on a 2 communautés qui sont en train de monter en puissance l'une contre l'autre, alors qu'avec de la communication, du respect et puis de l'anticipation un peu, et là je vais parler un peu des pouvoirs publics qui auraient pu anticiper un petit peu tout ça, ou régler les problèmes de mosquées qui ne sont pas encore construites, etc., parce que je crois que c'est la raison pour laquelle les gens sont obligés de prier dans la rue, eh bien on n'en serait peut-être pas là. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de, certains mettre de l'huile sur le feu, que ce soit les extrémistes, on va dire français, franchouillards, et les extrémistes musulmans. Voilà. Moi, la population qui m'intéresse, c'est celle qui... Ce ne sont pas forcément les extrémistes qui font la prière dans la rue. Hein, non, oui, exactement. Non, mais bien sûr. Mais enfin, les extrêmes ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la partie du milieu. Ce sont les gens comme vous et moi, normaux, et comme beaucoup d'amis musulmans que je peux avoir, qui sont des gens responsables et sensés, et qui sont tout à fait capables de vivre ensemble. Il faut continuer ça. Voilà. Donc, il faut que les gens se parlent, se comprennent, se respectent. Et là, de cette manière, on peut vivre ensemble. Avec la possibilité de pouvoir acheter du cochon, une bouteille de vin dans ce quartier, sans qu'il y ait non plus des actions de répression de l'autre côté. Voilà, c'est tout. C'est quand ça se parle et que ça communique, ça va bien, quoi. Ouais. Allez, on va passer à la journée du mercredi, et cette fois, c'est la réforme des Français la réforme des retraites des Français que l'on annonce. Je vais y arriver. Alors c'est donc le jour de l'annonce tant attendue. Éric Woerth expose son plan de réforme des retraites. L'âge légal de départ repoussé à 62 ans, une retraite à taux plein automatique à 67 ans, 41 ans et demi de cotisation, un alignement à terme du régime des fonctionnaires sur le privé. Et ce jour-là, le ministre phare de la réforme a multiplié les temps pour tenter de convaincre. Johan Rolla. La sortie avait été préparée pendant plusieurs semaines. À 8h30 ce matin, début d'une journée marathon pour Éric Woerth. Face à la presse, le ministre du Travail abat ses cartes. Exercice périlleux, vendre à l'opinion publique la retraite à 62 ans. Une véritable obligation morale, et je pèse mes mots. Une réforme responsable donc, mais aussi une réforme évidemment juste, évidemment indispensable. À la fois raisonnable et à la fois efficace. Équitable, elle est responsable, elle est raisonnable, elle est juste. Donc c'est, je pense, un système extraordinairement efficace et juste. Dans la bataille qui vient de s'engager, chaque mot, chaque attitude seront déterminants. Et le prochain rendez-vous du ministre, devenu VRP d'une réforme impopulaire, a une importance capitale. En fin de matinée, audition devant la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Merci. C'est fini. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de jour. Et première passe d'armes avec l'opposition. Vous nous avez taxé d'irresponsables, vous nous avez taxé d'irréalistes, vous nous avez taxé de tous les noms d'oiseaux qui pouvaient vous passer par l'esprit. 10% pour le capital et les hauts revenus, tout le reste payé par les salariés et les retraités. Donc je ne vois pas où est l'équité. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi avez-vous peur? Vous ne raisonnez qu'en termes de photographie. Et encore, de photographie en noir et blanc, argentique. Longue joute oratoire avec un ministre inflexible. Le ton du débat sur les retraites vient d'être donné.
À chaque question posée par les députés socialistes, y compris la mienne, il a répondu par la caricature, l'invective, voire l'insulte. Je ne crois pas que ce soit une perte de sang-froid de sa part. C'est délibéré pour faire croire qu'il n'y a pas d'alternative au projet du gouvernement. C'est un bon communicant parce qu'il ne communique pas. C'est ça qui est assez curieux. Vous savez, l'effet d'annonce finalement tue les annonces. Et on a trouvé qu'il était très bon communicant parce qu'il disait rien sur la réforme jusqu'à aujourd'hui. 1 heure de baptême du feu et nouveau départ au pas de charge. Le bras de fer politique et syndical d'un ministre, décidément très pressé, commence à peine. Alors David Douillet, on voit des collègues à vous, des UMP, qui disent eux-mêmes qu'il n'y a pas eu de communication avant. Est-ce que vous comprenez que les syndicats, l'opposition, puissent dire qu'ils n'ont pas été entendus et qu'on les a mis devant un fait accompli? Non, c'est pas vrai. Ils ont été reçus à la fois par le président de la République, par Éric Woerth. Il y a eu discussion, concertation. Et d'ailleurs, c'est pour ça que et je vais répéter les mots d'Éric Woerth, c'est pour ça qu'elle est responsable et juste, cette réforme, pour le coup. Parce que c'est vraiment ce qu'on vous dit dans votre circonscription, par exemple de la part d'employés, d'ouvriers qui ont commencé à travailler jeunes, qui vont devoir travailler plus longtemps, non, c'est pas vrai. De femmes. C'est pas vrai. Ce que vous dites, c'est pas vrai. Parce que pour les carrières longues, pour le coup, si vous avez bien lu, tous les gens qui ont commencé, qui ont commencé avant 18 ans, auront la possibilité de partir à 60 ans et déclencher à 60 ans, voire même. On commence déjà femmes jeune. qui ont des carrières très... À 19 ou 20 ans, on peut dire qu'on commence déjà jeune. Donc aujourd'hui, barrière de 18 moi ans. je pense à ceux qui ont commencé à 13 ou 14 ans. J'en ai dans ma circonscription. Je connais quelqu'un qui a commencé à 13 ans à être pâtissier, a commencé son métier. Il se faisait du souci. Quand je lui ai expliqué qu'il pourrait partir tranquillement, parce que le pauvre, il a donné, il est usé, aujourd'hui, c'est normal, tranquillement comme tout le monde, avant 60 ans même. Est-ce que vous arrivez à les rassurer sur la pénibilité? Parce que alors là-dessus, ça va être un peu au cas par cas. C'est le médecin du travail qui va le décider. C'est vrai que c'est un sujet compliqué. Mais le fait d'avoir eu le courage de prendre en compte la pénalité, parce que ça aurait pu la pénibilité, j'ai dit quoi là? La pénalité, la pénalité de la pénibilité, ça aurait pu, ce n'aurait pas été juste, parce qu'effectivement il y a des métiers où c'est compliqué, c'est très dur. Donc d'avoir mis ce seuil à 20% de taux de pénibilité, qui est beaucoup pour les médecins du travail, au cas par cas, va essayer va sortir du monde du travail ceux qui ne peuvent plus travailler physiquement et qui sont au bout. Attention, il y a aussi pas mal d'exagération dans le sens inverse. C'est-à-dire de gens qui, sous prétexte, qui pensent être dans un créneau de pénibilité et qui essaie d'en profiter. Donc des abus dans l'utilisation du système. Exactement. Vous pensez que, alors que les sondages disent quand même que la majorité des Français sont hostiles à ce report à 62 ans, que ça va passer? C'est pas une réforme qui est populaire, c'est logique. Et tout le travail qui a été fait et qui est à faire encore, c'est d'expliquer pourquoi on est contraint, on est obligé de le faire. Est-ce que le choix il est simple en fait, je crois. Est-ce qu'il fallait réagir en termes de durée, de temps, d'âge légal, ou alors en termes de à nouveau on impose, parce que le choix il est là quoi. C'était binaire. On se retrouve un peu avec les deux. On se retrouve avec un allongement de l'âge légal puis pas mal de taxes et d'impôts nouveaux. Parce que la taxation c'est pas faite sur les retraités. On n'a pas baissé les retraites. Ça, c'est très important. Et on n'a pas augmenté les taux de prélèvement pour les salariés. Ça, c'est très important. Sauf les fonctionnaires. C'est normal, on les remet à niveau. C'est juste. Il faut que la réforme, elle est juste. On les remet au même niveau que dans le privé. C'est aussi simple que ça. Si ça avait été le cas, si on avait commencé à choisir la facilité, c'est ce que le PS préconise, à nouveau, on descend le pouvoir d'achat. À nouveau, on grippe la reprise. Et en ces temps de crise, c'était surtout pas ce qu'il fallait faire. Encore une fois, on a une réponse intelligente, démographique, Et de l'autre côté, il y a évidemment, comme d'habitude, la taxe, l'impôt, la facilité qui plombe les économies. Vous suivrez Éric Woerth dans la défense de ce projet. Non, c'est la philosophie du bon sens, je crois. C'est tout. On passe à la journée de jeudi et le Var martyrisé par la tempête. La désolation qui se révèle dans toute son ampleur pour les victimes des pluies torrentielles dans le Var, les intempéries qui ont particulièrement frappé Draguignan et ses alentours. En 24 heures, il a plu autant qu'en 6 mois. Et dès à présent, des questions sur les défaillances dans la gestion du risque qui commencent à être posées. Elles le sont notamment par la mission sénatoriale qui travaille actuellement sur la tempête de Xynthia. Bérangère Dinglas. 12 morts. C'est ici à Draguignan que les inondations ont fait le plus de victimes. Pourtant, dans cette commune du Var, les crues, on en a l'habitude.
À la différence de la Vendée, un plan de prévention des risques d'inondation existe même depuis 2005. Le problème, malgré les rappels réguliers de la nature et des experts, faute de volonté politique, ce plan n'a eu aucun effet mardi. Quand il y a un doute, il faut qu'on évacue. On ne peut pas laisser des populations se faire piéger. Donc l'évacuation doit être une réponse, surtout que là, le système de vigilance, le système d'alerte de Météo France avait bien fonctionné. On le voit bien aussi d'ailleurs dans le Var, c'est ce qui se passe après finalement qui fonctionne. On réussit à prévoir à peu près, on réussit à alerter, mais l'information ne passe pas et on n'a pas les bons réflexes. Car une fois encore, la catastrophe semblait prévisible. Dans le rapport, les experts évoquent de graves problèmes en cas de crue majeure. Ils rappellent que dans la zone inondable de la Naturbie se trouvent 50 bâtiments commerciaux, 150 habitations, une maison de retraite. Une urbanisation à outrance que l'association France Nature Environnement critique depuis longtemps. Pour éviter la catastrophe, il n'y a pas de secret. Il faut arrêter d'artificialiser l'espace. Il faut arrêter d'imperméabiliser des si grandes surfaces parce qu'une crue, quand elle arrive sur une zone totalement imperméable, elle accélère. Depuis la tempête Xynthia, une quarantaine de victimes ont porté plainte contre l'État, les élus et les collectivités locales. Le rapport du Sénat pointe également ces nombreuses défaillances. Pour éviter de nouvelles catastrophes à l'avenir, il faudra créer une vraie culture du risque, et cela rapidement. Une vraie culture du risque. Je rappelle que vous êtes aussi un élu local en Ile-de-France, non seulement député, mais conseiller régional. Est-ce que c'est des questions auxquelles on est suffisamment attentif? Pas assez. Et je vais peut-être aller sur un sentier sur lequel peut-être personne ne va. Parce que dans quasiment mon village natal, c'est arrivé il y a quelques années ce genre de choses. Et vous savez ce que Près de disait... Rouen, je crois. Hein, oui, c'est ça. Vous savez ce qu'il y a une pluie de boue qui a englouti une maison en fait. À Bellencombre, pour être précis. Je fais un peu de pub. À Bellencombre. Et les vieux du village disaient, nous on savait que dans cet endroit-là il y avait des problèmes. Parce que moi quand j'étais gamin, il y avait déjà eu ça, puis on a construit une maison ici. Voilà. Et puis nous quand on dit les haies, quand on dit aux agriculteurs, aux jeunes, arrêtez d'arracher les haies, respectez les couloirs d'écoulement, etc., ne les bouchez pas, ne labourez pas les chemins, etc., choses qui sont faites aujourd'hui, voilà. Donc ma préconisation, elle serait peut-être d'écouter les anciens, un petit peu, qui ont l'expérience, vous savez, ceux qui ont connu les territoires d'avant nos PLU, etc., avant l'urbanisation, pour leur poser la question. Bétonne un peu des terrains où il y avait de l'écoulement. Le nombre, j'en ai sur ma circonscription, le nombre de lotissements fissurés parce qu'ils sont construits sur des terrains avec des nappes phréatiques quand il y a une sécheresse qui s'appauvrissent, des affaissements de sol, c'est monnaie courante, ça arrive tout le temps. Donc à un moment donné, il va falloir se rendre compte de ce qui était, sans faire un retour en arrière, mais prendre en compte ce qui n'a pas été fait avant, pour le coup, et se poser la question, comme en montagne, les couloirs d'avalanche, hein, c'est du même ordre. Pourquoi on n'a pas construit ici? C'est quelquefois parce qu'il y a une bonne raison. Donc, questionnons nos anciens pour le coup. Allez, en ce jeudi encore, l'Assemblée examine une proposition de loi UMP sur l'absentéisme scolaire et la suppression possible des allocations familiales. Un système qui serait directement géré par l'Éducation nationale et les inspecteurs d'académie. C'est une proposition que vous avez co-signée, David Douillet, me semble-t-il. Avant d'en parler, on va voir les détails du dispositif avec Faustine Delassus. Suspendre les allocations familiales, c'est l'une des mesures phares de la proposition de loi pour lutter contre l'absentéisme scolaire. Après 4 demi-journées d'absence en un mois, le chef d'établissement signale l'élève à l'inspecteur d'académie. Ce dernier adresse un avertissement aux parents. La famille doit alors signer un contrat de responsabilité parentale. En cas de nouvelles absences au cours de l'année scolaire, l'inspecteur d'académie a l'obligation de saisir la caisse d'allocation familiale. Les allocations sont immédiatement suspendues. Les versements seront débloqués si l'élève est assidu pendant au moins un mois. Ils seront alors rétroactifs. Le but de cette loi, renforcer l'autorité des parents et les accompagner pour lutter contre l'absentéisme de leurs enfants. En 2008, 7% des élèves étaient en situation d'absentéisme ou de décrochage. Alors David Douillet, le texte a été un peu adouci lors du passage de votre commission des affaires culturelles et de l'éducation, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que plutôt qu'aider les parents, on va les enfoncer un petit peu plus ?
Non, il y a un problème de vraie responsabilisation des parents, franchement. Il y a énormément de parents qui délèguent beaucoup trop l'éducation de leurs enfants à l'école. Donc, et vous pensez que supprimer les allocations familiales leur redonnera de l'autorité sur leurs enfants? Qu'est-ce qu'on leur... On tire une sonnette dans l'âme en leur disant c'est à vous de faire aussi. Ne rejetez pas votre mission sur un club de sport, sur l'école, etc. Non, c'est à vous de faire. Il n'y a que vous qui puissiez régler le problème. Et d'ailleurs, si le problème en est arrivé là, c'est aussi de votre faute. Et surtout de votre faute. Culpabiliser, c'est pas risquer d'enfoncer davantage les situations? Non, je ne crois pas. Franchement, et d'ailleurs, c'est pas les culpabiliser, parce que si les choses rentrent dans l'ordre, très vite, il y a une rétroactivité, pardon. Oui. Des prestations. Voilà, on les met de côté et on les reversera. C'est vraiment une mesure de prise de conscience. Je crois qu'il y a plusieurs choses aussi, mais c'est une manière de lutter contre l'absentéisme à l'école. L'absentéisme à l'école, pour certains, c'est ne serait-ce que l'apprentissage du français mais du parler, parce que malheureusement dans certaines familles on ne parle même pas français. À la télé il y a une télévision qui ne parle pas français non plus. Il y a que l'école qui peut les raccrocher à la République. Donc s'ils n'y vont même plus, c'est les familles immigrées qui ne s'intégreraient pas suffisamment, selon vous? Pas toutes, mais en tout cas, pour ce type de famille-là, en tout cas, l'école est le seul moyen d'arriver et de comprendre le pays dans lequel ils sont. Qui sont eux-mêmes français, donc c'est quand même, il faut quand même faire quelque chose par rapport à ça. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule population. Il y a autre chose, c'est que je pense que je me suis fait une réflexion par rapport je pense qu'on devrait redonner beaucoup plus de pouvoir aux enseignants. Aussi. J'entends parler des sureffectifs, des diminutions des personnels enseignants, parce que le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, etc. On a juste 700 000 élèves de moins qui à une certaine époque, et on a 50 000 enseignants de plus, juste un détail. Et que maintenant, à 25 ou 30 élèves, on se trouve en situation surchargée, etc. Pourquoi ? Et ils ont raison de dire ça, parce que c'est plus difficile aujourd'hui de tenir une 5 de 25 élèves qui a 20 ans avec 40 élèves. Je crois qu'il y a tout simplement un problème de discipline. Et cette discipline-là, cette tenue-là, ce respect-là, vous l'avez où et grâce à qui? Aux profs, oui, certes, mais en leur donnant un peu plus de pouvoir pour qu'ils puissent mieux faire leur métier, mais aussi aux parents, à la famille. Dès le départ, à la famille, dès le départ. Et je crois que l'aide à la famille doit être conduite et initiée, mais dès le plus jeune âge de l'enfant. Quand on a ciblé un type de population. Vous parlez de familles immigrées, c'est pas forcément les familles immigrées que je visais, c'est surtout les catégories sociales basses. On sait que dans les catégories malheureusement sociales basses, ça va être plus particulièrement ce type d'enfants-là qui sont prédisposés à ne pas aller à l'école ou à refuser tout ce qui vient de l'État ou de la nation. Alors on verra quelle suite sera donnée à ce projet, à cette proposition qui est actuellement en discussion. On termine la semaine avec la journée de vendredi des ministres accrochés au tableau de chasse du canard enchaîné. Alain Joyandet, Christian Blanc, Ramayad, point commun de ces personnalités politiques, elles sont toutes trois épinglées cette semaine par le canard enchaîné, après Christian Estrosi et Fadela Amara. Des affaires qui ont les honneurs du journal satirique. Simple coïncidence, manœuvre politique. Reportage avec Patrick Hermansen. Le canard enchaîné en fait-il trop de l'appartement de fonction de Christian Estrosi, prêté à sa fille, à celui de Fadela Amara, mis gracieusement à la disposition de sa famille, sans oublier les cigares de Christian Blanc. Pas une semaine sans une révélation du canard enchaîné sur un des membres du gouvernement. Au siège du journal satirique, on réfute les accusations de stratégie anti-gouvernementale. On parle de hasard du calendrier et de dérive du pouvoir. On ne se dit pas à la conférence de rédaction, tiens, à qui on va faire un costard cette semaine. Ça ne se passe pas du tout comme ça. On entend tellement le gouvernement, les ministres, le Premier ministre, y compris le Président de la République, nous parler d'un État modeste, d'une République irréprochable. C'est qu'il y a un tel décalage avec la réalité, avec des gens qui quand même vivent un peu sur la bête. Bon, il y a des gens que ça choque. Et le canard enchaîné reçoit comme ça des informations sur des choses qui paraissent pas normales. Des révélations qui font les choux gras du canard et symbolisent aussi un changement d'époque. À l'ère de la communication politique, la transparence est à la mode, mais attention à l'effet boomerang.
Ce qu'on a vu apparaître à partir du gouvernement actuel, de l'élection de Nicolas Sarkozy, c'est une volonté de transparence qui a été affichée, qui a été revendiquée. Et du coup, ça a aussi donné un blanc-seing à la presse pour s'occuper d'affaires qui traditionnellement étaient de l'ordre du privé. Alors lesquelles ? Eh bien, les affaires liées au cœur, les relations sexuelles, les partenaires, mais aussi l'argent, les rémunérations. Et je dirais que c'est un modèle qui se rapproche peu à peu du modèle de presse de nos amis britanniques et scandinaves. Il faudrait donc s'attendre à une multiplication des affaires à l'avenir. Une bien mauvaise nouvelle pour un gouvernement qui défend la rigueur budgétaire. Alors, dérive de la presse ou dérive du pouvoir, à un moment, vous l'avez dit tout à l'heure, les politiques doivent être exemplaires. Oui, non, mais c'est de l'argent public, donc voilà, c'est tout. C'est quelque part l'argent des Français. Il faut vraiment veiller à être transparent. J'affirme. Et sobre aussi. Oui, je veux dire, on n'a pas, si on a envie de se payer quelque chose, c'est avec son argent personnel, c'est logique. Quoi. Mais par exemple, il y a un moment, je crois, on vous avait vu venir en Porsche à l'Assemblée nationale. C'était la mienne. C'était la vôtre, vous l'avez toujours ? Non. Vous venez toujours en Porsche Non. Est-ce qu'il faut être un... Comment ? Pourquoi ? Ouais. Parce que c'est un deal que j'ai passé avec ma femme. C'est-à-dire ? Ça fait des années, j'ai eu ce type de véhicule depuis toujours, parce que c'est le véhicule de mes rêves quand j'étais gamin. Une passion. J'ai eu les moyens de me l'acheter, je me suis acheté. J'ai sué 100 € pour l'avoir, je l'avoue, mais c'était ma voiture, quoi. Voilà. Elle m'a dit, il va falloir que c'est un danger cette voiture pour toi, parce que tu peux rouler très vite avec ce type de voiture. Tout simplement. Donc, voilà. Ouais. Donc, comme c'est un... Ou alors, tu ne le fais que sur circuit, comme d'ailleurs certains politiques. Mais comme moi, j'adore conduire, bon, voilà. Donc, donc j'ai passé un deal avec ma femme, j'écoute plus ça, quoi. Ce n'est pas du tout parce qu'en tant qu'élu de la République, on montre moins ces signes de richesse. Non, pas pour moi en tout cas, parce que moi j'ai eu une autre vie avant, quoi. Donc je le dis, j'ai gagné des sous avant parce que j'ai eu une vie, j'ai créé des entreprises, j'étais athlète, j'ai eu la chance de gagner de l'argent, et je ne le dois qu'à moi. Quand j'ai démarré le sport, j'avais rien du tout. Et mon engagement en politique, pour le coup, j'ai décidé de gagner beaucoup moins d'argent parce que je voulais faire ça. C'est un vrai engagement. Alors on va évoquer aussi vos propres démêlés avec la presse lors de votre campagne aux législatives en septembre dernier. Eva Joly, membre d'Europe Écologie et ancienne juge d'instruction, vous accuse lors d'une conférence de presse de posséder un compte au Liechtenstein. Oui. La phrase est diffusée sur France Inter. Vous portez plainte contre Eva Joly pour diffamation. Et cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle, la journaliste a elle aussi été mise en examen sur initiative du juge d'instruction pour complicité de diffamation. Je vous propose d'écouter ça, vous intéresser, la réaction du syndicat SNJ de Radio France. On est tout simplement dans une affaire de zèle. C'est une magistrate qui fait de l'excès de zèle en voulant empêcher tout bêtement les journalistes de faire leur travail. Aujourd'hui, dans une campagne politique, on sait très bien que les attaques fusent de part et d'autre. Les journalistes sont là pour relayer cette campagne, sur le fond, certes, sur la forme également. On sait qu'elle peut être violente. David Douillet l'a appris à ses dépens, peut-être. Mais aujourd'hui, le travail du journaliste, c'est de relayer ces propos-là. Et c'est tout ce travail-là qu'on essaye d'empêcher aujourd'hui. Il y a vraiment un sentiment assez frustrant et un sentiment d'incompréhension quelque part. Alors la journaliste n'a pas volé d'image, elle n'a pas volé de son, c'était une conférence de presse. Est-ce qu'il est normal, à votre avis, qu'elle soit mise en examen? Déjà, c'est pas moi qui l'ai mise en examen, attention, c'est la juge qui a décidé. Moi, la seule personne... Ça concerne Eva Joly. Je porte plainte contre Eva Joly, c'est la juge qui décide d'elle-même. Bon. Moi, je pars du principe que quand on fait bien son métier de journaliste, et il y en a qui font très bien leur métier, il n'y a rien à dire là-dessus, mais... et j'en ai été victime déjà sur d'autres rumeurs. On a parlé de Porsche que je possédais, mais on a dit que c'était payé par les pieds jaunes, par exemple. Vous voyez, ce genre de truc. Voilà. Bon, il se trouve que il faut croiser ces informations. À un moment donné, quand vous balancez quelque chose. Alors, si c'était vrai cette histoire de compte au Liechtenstein, et si elle le dit, mais pas de problème. Elle a le droit de diffuser ce qui peut être dit dans un meeting par une autre personne, sans problème. Mais avant, elle a la responsabilité des propos qui sont divulgués là, de les vérifier et d'être sûr que c'est vrai. C'est le travail du journalisme pour le coup. Donc vous estimez normal cette mise en examen, y compris du patron de Radio France ou du journaliste? Moi, je n'ai eu qu'une action
vers Eva Joly qui m'a diffamé parce qu'elle a dit une chose faute et diffamante pour moi en campagne électorale, en plus pour me nuire et nuire à mon intégrité. Toutes les personnes qui essayent de nuire à mon intégrité en disant n'importe quoi, tout et n'importe quoi, je les attaquerai systématiquement. Je ne vais pas me laisser faire quand même. Si on vous dit demain que vous êtes pédophile, vous allez réagir, je suppose. Bon, moi, c'est la même chose. Bon, c'est normal. C'est le seul moyen que j'ai pour me défendre. Et c'est compliqué de se défendre sur quelque chose qui n'existe pas. Notez-le. Mais en tout cas, le travail des journalistes, quand les journalistes font bien leur travail, je le répète, c'est de croiser leurs informations et d'être sûr et certain, en tout cas, d'avoir plusieurs sources qui confirment, en tout cas, un fait, avant de le diffuser. C'est de la responsabilité. Quand un boulanger fait un pain ou vend un pain, il ne va pas vendre un pain périmé. Il est responsable de ce qu'il produit. C'est logique, c'est normal. Il faut avoir une responsabilité. Je suis pour la liberté de la presse, mais une presse qui fait son métier. Voilà, c'est une affaire en tout cas qu'on suivra sur le plan judiciaire. Et puis la semaine se termine par le lancement aussi du nouveau mouvement de Dominique de Villepin, une sorte d'appel du 19 juin. Alors Villepin, donc, qui doit lancer ce mouvement, vous reconnaissez en lui la continuité du gaullisme Jusqu'à preuve du contraire, je pense que Dominique Villepin est toujours de droite. Je crois même savoir qu'il a sa carte à l'UMP. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Vous pourriez être dans son mouvement ? Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce mouvement, je vais adhérer à un mouvement dans lequel je ne connais rien. Jean-François Copé, son mouvement aussi, Dominique Villepin, il y a beaucoup d'hommes de droite et de l'UMP en particulier qui créent des partis politiques, qui créent des mouvements de pensée. Mais vous êtes chiracien, j'allais dire par affection, sarkozyste par ralliement en 2007, vous pourriez devenir villepiniste ? Je suis de droite, point à la ligne. Voilà. C'est tout. Je suis ni chiracien, ni sarkozyste, ni villepiniste, ni copéiste, je suis de droite. Et vous le revendiquez. Et je le revendique fort. Et j'ai décidé de m'inscrire dans cette philosophie-là. Voilà, c'est tout. Et c'est la même, la droite de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy ? Pardon ? La droite de Chirac et de Sarkozy, c'est la même ? Mais on a tous des différences, on a tous des détails. C'est d'ailleurs ce qui fait la richesse de ce mouvement. C'est justement dans cette diversité de pensée sur certains sujets qui en font sa richesse et qui arrive au bout du compte à proposer des choses qui ont du bon sens et qui ont de la tenue auprès des Français. C'est mon sentiment. Voilà, et merci d'avoir partagé ces 3 quarts d'heure avec nous. Quant à nous, Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, merci, même heure, même lieu. Votre rendez-vous quotidien avec l'information, c'est du lundi au jeudi à 22h. Des débats, des invités politiques, des vidéos insolites et l'analyse de nos chroniqueurs, ainsi que le tour de l'information en images, c'est à 22h pile sur Public Sénat. Les stars, les paillettes, le glamour, mais pas seulement. Le Festival de Cannes est connu pour son penchant pour les films engagés, pamphlets, documentaires, films historiques, fiction. La plupart des longs métrages projetés ici proposent un regard sur la société qui les entoure. Parfois, les cinéastes ont l'ambition de la faire évoluer, de changer un peu les choses. Cette 63e édition n'a pas été épargnée par les polémiques, que ce soit au sujet du film de Rachid Bouchareb, Hors-la-loi sur la guerre d'Algérie, ou encore du brûlot anti-Berlusconi de l'italienne Sabina Guzzanti. Ce qui montre qu'ici, à Cannes, parfois, le 7e art dérange. Alors quels sont ses rapports avec le politique? Par le regard qu'il porte sur la société, le cinéaste peut-il influencer ceux qui gouvernent? Parole du Monde s'est délocalisé sur la Côte d'Azur à la rencontre des cinéastes et des comédiens du monde entier. À Cannes, les films décrivent l'état du monde et parmi les thèmes stars cette année, la crise économique qui a ébranlé la planète. Au moins 4 films y étaient consacrés, de Wall Street, l'argent ne dort jamais.